Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour partager avec vous les informations nationales et internationales de cette semaine. Dans l'actualité de ce lundi 22 février, le Nouveau Temps pour la démocratie NTD organise un meeting de remerciement dans le Yatenga, une reconnaissance pour ses militants et sympathisants pour leur implication dans les élections du 22 novembre 2020. Le pain tissé burkinabé aussi, vous préférez, le Faso d'Anfani a de beaux jours devant lui. Les tisseuses de Zegedse reçoivent 80 métiers à tisser, ce qui devrait créer de l'emploi et accroître la production. Au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFAP, invite les Maliens à un vaste mouvement populaire pour recadrer la transition. Cependant, un impressionnant dispositif militaire en a dissuadé plus d'un. Le Nouveau Temps pour la démocratie NTD a remercié ses militants et sympathisants de la province du Yatenga. Vincent Dabilgou et sa délégation étaient précisément à Séguénéga et à Kalsaka hier pour dire leur reconnaissance aux populations de ces localités pour leur implication dans les élections présidentielles et législatives dernières. Serge Badou. C'est accompagné d'une forte délégation que le président national du Nouveau Temps pour la démocratie est arrivé à Séguénéga dans le Yatenga. L'objectif de cette tournée est de remercier l'ensemble des militants et sympathisants du NTD dans cette partie du Burkina pour leur participation à l'élection du président du Faso et celui de Pierre Ouédraogo et le député du Yatenga. Pour le président national du NTD, Vincent Dabilgou, l'ensemble des préoccupations posées par la population trouveront un écho favorable. Nous sommes venus pour en quelque sorte respecter ce que nous avions promis. Nous avions dit ici dans cette zone du Yatenga que si les populations de Séguénéga et du Yatenga acceptaient de croire que le message que le président Roch Marc Christian Kaboré nous a demandé de passer au peuple à travers son programme, si les gens arrivaient à accepter ce programme en nous permettant d'avoir ici un député, nous allons revenir pour célébrer avec eux des moments de joie et de remerciement. Et nous pensons qu'avec la qualité de la mobilisation, mais aussi avec la qualité du programme du président Roch Marc Christian Kaboré, l'ensemble des besoins qui ont été exprimés ici pourront trouver un écho favorable dans le traitement du programme du président Roch Marc Christian Kaboré. Pour le député Pierre Ouédraogo, natif de Séguénéga, la cohésion sociale est son cheval de bataille. Et pour y arriver, il compte sur la chefferie coutumière socle de cette cohésion sociale. Je suis un prince, je suis devant mes parents, parce que mon papa est un chef coutumier qui est parmi la délégation. Et donc, j'ai dit que je vais faire de la chefferie coutumière au sein de notre commune, là, le socle de la cohésion. Il faut réellement réhabiliter les chefs coutumiers à leur place pour qu'ils occupent vraiment le rôle qu'ils doivent jouer, pour qu'il y ait vraiment stabilité, qu'il y ait la cohésion au sein de notre commune. Donc, ça, c'est un devoir pour moi et je crois que je travaille dans ce sens. Parlant maintenant des autres préoccupations, donc, comme le président vient de le dire, dans le programme du président Roch Marc Christian Kaboré, je crois que la plupart de nos préoccupations trouveront solution, car nous savons que c'est un programme qui est axé en 10 points et que dans ces 10 points, toutes les préoccupations qui ont été soulevées lors des campagnes, voilà, s'y trouvent dedans. Après Séguénéga, Vincent Dabilgou et sa délégation ont fait escale à Kalsaka, toujours dans le Yatenga, pour passer le même message de remerciement et de mobilisation pour les prochaines échéances électorales. Car, selon le président du NTD, les municipalités sont un autre défi qu'ils doivent relever. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, suspend son mot d'ordre de grève prévu du 22 au 26 février à venir, estimant que les échanges avec le gouvernement ont été fructueux. Les responsables de l'UCRB ont revu leur position. Cependant, ils donnent un mois au gouvernement pour respecter ses promesses et ses engagements. Abdoulrahim Tabsoba et Abdoulrahim Magnéni. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, donne un mois au gouvernement pour respecter ses engagements. Pour la structure, l'évolution des échanges avec le gouvernement nécessitait une suspension de la grève annoncée pour ce 22 février. Si nous sommes arrivés aussi à suspendre la grève, c'est que syndicalement, quand vous déposez un préavis, s'il y a des échanges, vous mettez en stand-by le préavis.
Mais pour nous, après les échanges, nous avons pu, à un moment donné, même signer un procès verbal entre le ministre et nous. C'est la raison pour laquelle on a jugé bon de suspendre la grève et en espérant que d'ici un mois, tout pourra entrer dans l'ordre. Selon le premier responsable de l'UCRB, le gouvernement s'est engagé à trouver un seul représentant des transporteurs et à harmoniser les prix du chargement pour les chauffeurs conformément à leurs revendications. Là, vous voyez que sur le terrain, on trouve déjà 2 syndicats, le Haut Conseil et la FITRB. Donc ce que nous, les conducteurs, nous souhaitons, c'est que le ministre nous dise si c'est le Haut Conseil auquel nous devons travailler avec, qu'il nous dise si c'est la FITRB, qu'on nous le dise. Mais nous, notre souhait, c'est vraiment d'avoir un seul interlocuteur au niveau des ports. On a demandé aussi à ce qu'on puisse harmoniser aussi les coûts de transport. Vous allez voir que les camions togolais qui transportent le fret de Lomé à Ouaga, ils font la tonne à 40 000 francs pour la partie togolaise. Et nous, burkinabés, qui avons les camions burkinabés, on nous donne à 35 000 francs. Donc du coup, on a demandé encore au ministre s'il pouvait aussi harmoniser les prix, voilà, pour que nous aussi, nous ayons aussi le même coût que les Togolais. Donc sur ces 2 points, le ministre s'est engagé et a vraiment résolu le problème. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina met en garde le gouvernement contre le non-respect des engagements pris et menace donc de passer à la vitesse supérieure si toutefois rien n'est fait au bout de l'échéance donnée. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et à demander le Faso d'Anfani. Les tisseuses de ce textile à 100% coton de la localité de Zegedse pourront dorénavant vous offrir plus de choix. Elles ont bénéficié hier d'une 80aine de métiers à tisser. Ce dont porte la marque du conseiller municipal de Zegedse et du président de la Fédération des associations des commerçants du secteur informel. Retour sur la cérémonie de remise du matériel avec Fatimata Ninkiema. Le Faso d'Anfani, ce pain que bon nombre de Burkinabés arborent fièrement ces dernières années, est tissé pour la plupart du temps par des femmes. Elles sont plusieurs à faire du tissage du Faso d'Anfani leur principale activité génératrice de revenus. Une activité qui n'est pas sans difficulté, notamment le manque de matériel adéquat et de financement. Elles sont plusieurs tisseuses du village de Zegedse qui louent le métier à tisser à 1500 francs le mois ou toutes les 2 semaines pour réaliser ces pains. Mais c'est désormais un vieux souvenir pour 87 d'entre elles. Ce 21 février, elles ont reçu chacune un métier à tisser. Nous sommes très contentes et nous remercions Dieu pour ce don de matériel. Nous remercions Monsieur le ministre qui a accepté de patronner cette cérémonie. C'est vrai, nous avons bénéficié de ce don. Mais il reste encore plusieurs femmes. Nous souhaitons qu'elles puissent en avoir également la prochaine fois que l'occasion se présentera avec le ministre. Les personnes à la base de cette joie des femmes sont le conseiller municipal de Zegedse et le président de la Fédération des associations de commerçants du secteur informel de Komsilga. Nous avons ces femmes-là derrière nous et nous ne pouvons pas ne pas initier ces dons pour ces femmes-là parce qu'ils sont du secteur informel et ces métiers à tisser là, ça va les aider aussi à s'épanouir. C'est une action qui entre en droite ligne de la vision du gouvernement, selon le patron de la cérémonie, Salifo Tiemtore, ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Une vision qui veut que les acteurs de l'économie soient des donneurs d'emploi que d'en être des demandeurs. Maintenant qu'elles ont à leur disposition donc, ce matériel, il y en a plus de 85. Alors, ça veut dire que c'est carrément une petite unité de fabrication donc, de Faso d'Anfani que nous allons donc que nous allons donc installer donc, au niveau de ce village-là. Les bénéficiaires ont saisi la présence du ministre pour lui soumettre des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Elles sont surtout en lien avec la formation et l'accessibilité à l'eau potable. L'Église catholique en appelle à votre bon cœur. Hier, 21 février, la campagne de mobilisation des ressources pour le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban a débuté et va se poursuivre cette première semaine du temps de carême. Les organisateurs de cette activité charitable ont convié les hommes de médias pour leur donner plus de détails sur cette campagne dont le thème est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Reportage de Mamie Driana Kamabou.
La campagne de mobilisation de ressources pour le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban, édition 2021, se tient du 21 au 28 février. Durant une semaine, des collectes de fonds et des ressources sont prévues et une quête le dimanche 28 février prochain dans toutes les chapelles, églises, institutions et structures de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Et selon les organisateurs, ce fonds a pour objectif de manifester la compassion, la charité et la miséricorde de l'Église catholique auprès des personnes et des communautés confrontées aux crises au Burkina Faso. La mise en route de la campagne de mobilisation des ressources pour le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban se fera à travers une campagne d'information et de sensibilisation qui a commencé depuis hier et se poursuivra jusqu'au 28 février 2021, jour de la collecte de fonds à travers une quête impérée dans toutes les églises et chapelles. Mais toute la semaine, toutes les bonnes volontés sont invitées donc à donner ce qu'ils peuvent de bon cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban est ouvert aux contributions de toutes les sources approuvées par la conférence épiscopale Burkina-Niger. Tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté sont appelés à contribuer. Les collectes de fonds sont annuelles et ponctuelles dans les 15 diocèses de l'Église Famille de Dieu au Burkina, auprès de la diaspora et des amis du Burkina Faso. Nous encourageons les entreprises à contribuer et à participer à cette campagne de mobilisation des ressources. Ce serait pour elles une très belle occasion d'exercer leurs responsabilités sociales. Nous remercions déjà les entreprises qui ont déjà contribué et invitons celles qui hésitent encore à bien vouloir le faire. La recrudescence des crises humanitaires et la vulnérabilité accrue de personnes à des situations de catastrophe sont entre autres les raisons de la création de ce fonds. Il a été mis en place le 28 novembre 2018 par la conférence épiscopale et sa mise en route a été confiée à l'OCADES Caritas Burkina. L'eau, c'est la vie, nous dit le dicton, une vérité certainement partagée par tous. En tout cas, ce ne sont pas les populations de la commune de Gaïri qui sont dans la région donc de l'Est qui diront le contraire. Depuis ce 20 février, elles sont dans la joie pour avoir réceptionné 6 forages, des forages réhabilités certes, mais qui viennent à résoudre le problème crucial d'eau dans la région. La cérémonie de réception de ces ouvrages a été faite en présence de notre correspondant à Fada, Jean-Louis Ouangou. Le sourire traduit la joie de cette population de la commune de Gaïri, pour qui les grandes corvées pour avoir le précieux liquide relèvent désormais d'un vieux souvenir. 6 forages qui étaient hors d'usage ont été réhabilités grâce à Burkina Faso Regional Programme BFRP, un projet qui intervient depuis 2 ans dans la région de l'Est et financé par l'USAID. Le secrétaire général de la mairie de Gaïri ne cache pas ainsi sa satisfaction. Et quant à l'entretien de ces ouvrages, il laisse entendre que des mesures ont été prises. Il faut dire qu'au-delà de la question de l'acquisition, de la réhabilitation des ouvrages, il y a la question de la gestion. Et de ce point de vue, le projet a eu une longueur d'avance et a associé à ces travaux-là 3 activités majeures qui sont à saluer, à savoir la formation des gestionnaires de points d'eau sur la gestion des ouvrages, et la formation également sur un module en rapport avec les conflits inhérents à la question donc à l'exploitation du point d'eau. La réhabilitation de ces 6 forages a coûté la somme de 20 millions de francs CFA et les populations n'ont pas manqué de saluer l'action de la mairie de Gaïri et ses partenaires. Pour elles, non seulement ces forages soulageront la souffrance des femmes, ils permettront également d'abreuver leurs animaux. Et ce matin, on tient vraiment à dire merci à la commune de Gaïri et à ses partenaires de BFRP qui est venu nous soutenir par donc cet ouvrage qui est le forage, parce que depuis un certain temps, on avait des difficultés par rapport à l'eau et c'était vraiment des soucis pour notre village. Mais avec
l'ouverture ou le don donc de ce forage-là. En tout cas, nous tenons encore à dire merci parce que c'est une épine de moins qui soulage aussi bien nos femmes, toute la population. Les peuples, vous le savez, nous sommes des éleveurs et ça va aussi profiter abreuver nos animaux. Rappelons que les questions de l'eau sont désormais transférées aux collectivités territoriales. Le secrétaire général de la mairie de Gaïri invite les mairies des autres communes à emboîter ces pas pour diminuer la souffrance des populations. Un reportage qui porte donc la voix de Abdoulrahim Nyenye. Et puis, réguler la circulation est sans nul doute l'une des missions de la police. Mais l'on constate de plus en plus des initiatives privées qui naissent et qui tentent d'apporter leur contribution dans la réglementation de la circulation. Si certains volontaires sont formés, d'autres par contre ne le sont pas. Ils le font sans aucune aptitude. Pire encore, ils le font dans le but de s'enrichir à travers des actions de raquette. Ces initiatives privées sont-elles dans les normes? Comment les usagers doivent-ils se comporter face à ces derniers? Éléments de réponse dans ce reportage signé Maxime Jean-E de Bambara. Postés dans certains grands carrefours de la ville de Ouagadougou, ils sont de plus en plus nombreux les volontaires à réguler la circulation. En plus des VADS, des personnes organisées en association, à l'image de l'association One Village, tentent tant bien que mal d'apporter leur contribution pour la fluidité du trafic aux heures de pointe. Mais le rapport entre les usagers et ces volontaires censés aider dans la réglementation n'est pas toujours au beau fixe. Nous sommes 20 personnes sur ce carrefour-là et malgré les 20 personnes, on a des difficultés pour faire comprendre à certaines personnes comment ils doivent s'arrêter, comment ils ne doivent pas s'arrêter. Mais c'est des injures qu'ils nous fassent. Souvent quand ils nous insultent, nous aussi on les dit, toi aussi. Quand tu nous insultes, nous aussi on te dit, toi aussi. Voilà, souvent il y a des réactions bizarres entre nous et ses usagers. À côté de ces associations qui bénéficient de l'accompagnement de la police municipale en conseil et formation, il y a ceux qui, sans aucune formation, profitent de l'absence ou du dysfonctionnement des feux tricolores pour réguler la circulation. Mais loin de réguler le trafic, ces derniers font de la réglementation un véritable fonds de commerce, comme ici devant la pédiatrie à l'intersection des avenues Tansoba et Charles de Gaulle. On est obligé de le faire, puisque si on est arrêté, ils croient que c'est la mairie, ou bien si on nous a embauchés, pourtant ils ne nous ont pas embauchés. Donc on est obligé de tenir souvent des petites boîtes. Ou bien on ne demande pas tellement comme cela, quand on arrive, on te salue, toi-même tu comprends déjà, si tu vas donner quelque chose, tu donnes. Si tu ne vas pas donner, tu soulèves ta main, on continue devant. Tu as donné, on te remercie, tu n'as pas donné, on te remercie, on ne force pas quelqu'un à donner aussi. Les carrefours semblent même être repartis par ces initiatives privées, chacune régnant à mettre dans son territoire. Ici, sur l'avenue Babangida, nous sommes sur le territoire de Moussa Kaboré et Olivier Sinaré. Difficile de leur arracher un mot, mais après avoir pris du vin en carton et un bâton de cigarette, Moussa Kaboré peut se prêter à nos questions. D'autres donnent, d'autres aussi ne donnent pas. Bon, je peux avoir 3 000, 2 000. J'aimerais laisser ce que moi je fais. Parce que je filme des conneries, c'est bien vrai. J'aimerais laisser. Ça dit, c'est quelque chose qui me recule, quoi. Il me fait reculer derrière. Pourquoi? Ça dit, si je gagne, je gaspille là-dessus. Nous n'avons pas été formés, mais les gens qui sont, tous ceux qui passent ici, savent que non, nous sommes là pour les aider. Nous réglementons, mais quand il arrive au moins les 11 heures, on commence à demander à les gens pour boire l'eau. On n'a pas de prix. C'est l'eau seulement on demande. Monsieur, s'il vous plaît, on demande pour boire l'eau. Gilet lumineux en survêtement, panneau de stop à main, sifflet accroché au cou. Les deux volontaires semblent à vue d'eux répondre aux conditions définies par la loi. Mais loin de réguler la circulation, les deux associés, postés d'un seul côté du carrefour, sont en pleine opération et en concurrence de raquettes. À la vue de notre caméra, l'on feint de réguler la circulation. La loi dit que la régulation de la circulation routière, ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'il faut que celui qui régule la circulation routière d'abord soit identifié. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir que les policiers portent des uniformes quand ils régulent la circulation. Les associations, bien sûr, qui sont reconnues et formées pour réguler la circulation, comme les VADS, vous allez voir qu'ils ont une tenue spécifique et des outils
qui leur permet de réguler la circulation, à savoir par exemple un dispositif lumineux si c'est la nuit, en plus avec un sifflet, et un dispositif par exemple réfléchissant comme le panneau qu'ils tiennent, stop qu'ils tiennent la journée pour pouvoir réguler la circulation. Mais ce que nous constatons que les initiatives ne sont pas bien sûr encadrées par ces gens de trucs, donc ça fait que c'est de la cacophonie. Du côté des usagers, le comportement de ces volontaires est diversement apprécié. Le soutien aussi, ce n'est pas facile, puisqu'ils doivent boire l'eau. En tant qu'humain, ce n'est pas facile. Mais je crois qu'ils devaient laisser les gens leur donner volontairement, au lieu d'importuner les gens à tout moment. Voilà. Chacun donne ce qu'il a, parce que ce sont nos petits frères. Ils n'ont pas de salaire, le gouvernement ne les paie pas. S'il y a des gens qui peuvent les aider, qu'ils le fassent. L'assistant de police Adama Pamtaba du service de communication de la police municipale, pour sa part, se veut clair. La réglementation de la circulation doit respecter des règles. La régulation, c'est pas comme ça. Il faut d'abord un mouvement préparatoire pour préparer l'usager à s'arrêter et après le libérer. Mais on ne peut pas sortir comme ça et puis commencer à arrêter les usagers dans le simple but de pouvoir raqueter. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de nous poser un cas de conscience. Voilà. Et généralement, ces cas de conscience, l'usager est mal à l'aise. Alors, ne vous sentez pas mal à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent à ces enfants-là. C'est en leur donnant de l'argent, au contraire, que vous les encouragez à persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce dernier appelle donc les usagers au strict respect du code de la route, au risque de voir leurs responsabilités engagées du fait d'un problème causé par l'action des initiatives privées dans la réglementation de la circulation. Comme nous vous l'annoncions en titre, au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, a tenté de mobiliser ses troupes ce dimanche 21 février. Le M5 RFP invitait les Maliens à un vaste mouvement populaire pour recadrer la transition qui, selon lui, vit au détriment de la population. Cependant, un impressionnant dispositif policier et militaire a nettement dissuadé beaucoup de militants qui ont rebroussé chemin. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Soulou. Le mouvement de 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, se signale à nouveau. En meeting ce dimanche, les responsables du mouvement ont été clairs. Sans le M5, la transition s'est vouée à l'échec. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui le ralliement de l'essentiel des forces vives de la nation, y compris certaines forces qui n'étaient pas forcément d'accord avec le M5, autour du fait qu'il faut nécessairement rectifier la transition. Dans une déclaration lue par l'ancien ministre Mohamed Ali Bachili, le M5 RFP dit non à certaines pratiques adoptées par les autorités de la transition. Et quand on n'est pas d'accord, on dit non. Le M5 RFP s'adaptant à la volonté du peuple malien à travers les prises de position de toutes ses composantes, dit non à la mise en œuvre intégrale et accélérée de l'accord d'Alger et exige pour le moins. Après plusieurs conférences de presse, le M5 RFP semble opter pour la confrontation directe avec les tenants du pouvoir et pour sortir le Mali de l'ornière, comme le pense le mouvement. Choquel Kokala Maïga dévoile les objectifs fixés par le M5. Les deux grands objectifs aujourd'hui, autour desquels l'ensemble des forces vives de la nation doivent se mobiliser, c'est de sauver le Mali. Le deuxième objectif central autour duquel les Maliens doivent se retrouver, c'est de faire en sorte que tout ce que les Maliens me reprochent à la gouvernance pendant ces 30, sinon 40 dernières années, qu'il y ait des assises de la refondation pour tracer un nouveau cap. Le vendredi 19 février, devant le Conseil national de la transition CNT, dont la dissolution est aussi exigée par le M5, le Premier ministre Mokhtar Ouane a décliné les 6 axes du plan d'action de son gouvernement. Pour le M5 RFP, le programme présenté devant l'organe législatif de la transition est fantaisiste. J'avais dit simplement que cette déclaration, c'est une opération de séduction. Vous avez vu tout ce qu'il a entouré, l'avant, après. Nous voulons des solutions. Les Maliens n'ont pas besoin d'être séduits.
On a entendu ici nous parler du bon français pour nous impressionner. On n'a plus besoin de ça. On veut des solutions. Et ils n'en ont pas. Le meeting de dimanche, bien que perturbé par la présence massive des forces de l'ordre, a été un succès selon les responsables du M5 RFP. Un M5 RFP qui cherche un nouveau souffle pour revenir au devant de la scène politique. Et cela malgré le bras de fer que lui livrent les acteurs de la transition. Au Niger, 7 membres de la commission électorale ont été tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. C'était dans la journée d'hier, un dimanche également réservé aux élections présidentielles et où près de 7,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. En course, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'opposant et ancien président Mahaman Ousmane. Le second tour de la présidentielle au Niger, pays en proie aux violences djihadistes, a été endeuillé dimanche par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine. Le drame est survenu à Waraou, une localité située sur la commune de Dargol, dans la région de Tillabéri, à une centaine de kilomètres de Niamey, zone dite des 3 frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso. L'insécurité sévit dans ce secteur avec à l'ouest des attaques récurrentes de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique, mais aussi à l'est frappés par des attaques des djihadistes nigérians de Boko Haram. Quelques 7,4 millions de Nigériens sur une population de 22 millions étaient appelés à se prononcer à ce second tour et à choisir entre le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président. Les bulletins ont commencé à être dépouillés dans la soirée de dimanche, mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Parlons à présent sport, précisément Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Nous vous proposons de retrouver Assami Thiemtouré, notre envoyé spécial en Mauritanie. Assami Thiemtouré revient sur la victorieuse prestation des étalons face à la Namibie. C'est une qualification historique pour les étalons du Burkina Faso à un second tour de Coupe d'Afrique des Nations. Après 18 ans, donc, les poulains de Oscar Barrow arrachent la qualification avec à la clé une victoire grâce à une tête de Jean-Fiacre Kwame entré en seconde période pour sa première dans la compétition. Il totalise donc 2 victoires, 1 match nul, soit 7 points et se qualifie pour les quarts de finale. Selon Oscar Barrow, c'est une compétition qui vient de commencer pour les siens. Notre force, ce n'est pas les individualités. Alors, nous avons une équipe très engagée, une équipe très respectueuse des consignes à laquelle nous appliquons. Et nous avons vraiment une solidarité énorme du groupe qui fait que dans la collectivité, les individualités sortent. Donc quand on arrive à inculquer ça dans la tête des enfants, que c'est ensemble on peut faire quelque chose et que seul le travail peut leur permettre d'être ce qu'ils peuvent être. Voilà, et ils se donnent à fond, et ils cherchent à être très solidaires et dans cette solidarité, les individualités sortent. Donc ça veut dire que nous allons chercher dans les tréfonds du pays, voilà, où est-ce qu'ils se trouvent les éléments meilleurs, on va les chercher pour les mettre en exergue, pour leur permettre de se faire connaître et de se faire valoriser. Voilà. Avec cette première place acquise dans le groupe B, les étalons jouent le deuxième du groupe A, l'Ouganda. Avant cette rencontre prévue se jouer jeudi prochain, les étalons ont encore quelques jours pour retrouver leur fraîcheur physique et aborder ces quarts de finale avec le même objectif. On écoute Jean-Fiacre Kwame, le buteur de cette dernière rencontre face à la Namibie, et Djiga, un défenseur des étalons. D'abord, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite de la compétition. Voilà, vu que j'ai pris le train en marche, voilà, et aujourd'hui j'ai la chance d'être à la conclusion d'une belle action collective. Voilà, j'ai été placé au bon, j'étais placé au bon moment, au bon endroit. J'avais juste à pousser le ballon dans le filet. Et bon, ça m'a souri. Donc du coup, pour la suite de la compétition, c'est bon pour moi pour la suite de la compétition et mes coéquipiers aussi. Bien non, on se disait ça. Ça n'allait pas être facile, mais ça allait dépendre du premier match. Si on ne prenait pas une défaite comme on l'a fait, on savait que ça allait être comme ça. Mais ce soir, on a eu cette victoire, c'était important parce que ça allait nous donner cette première place. Ça allait nous rassurer à avoir cette première place et on l'a acquis ce soir. Pour l'instant, moi, je n'ai pas trop regardé les jeux.
Mais je pense que dans les matchs à venir, comme on a chaque match, on a une réunion de match avant match. Donc je pense qu'on va regarder les séquences, voir comment ils jouent, voilà, préparer le match avant le 25 je pense. Je pense que c'est le 25 le match. Ouais, Inch'Allah. C'est naturellement une satisfaction après ces 3 sorties selon le superviseur national Kamou Malo. Pour lui, les étalons peuvent encore faire mieux dans cette CAN des moins de 20 ans. Pourquoi pas aller en finale et ramener cette coupe pour le Burkina Faso? Mon analyse est que, c'est comme on l'avait dit, on avait prévu que c'est de rentrer tout doucement dans la compétition. C'est ce qu'on a déjà réussi face à la Tunisie. Vous avez vu que c'était un match difficile où on a joué beaucoup, on dit que nous avons joué avec les freins en main, mais c'est vrai parce qu'il fallait rentrer tout doucement dans la compétition, c'est ce que les garçons sont arrivés à faire. D'un match nul, nous sommes arrivés à enchaîner avec 2 victoires. Bon, je pense que l'équipe est en train de monter en termes de puissance et surtout en termes de capital confiance. Donc c'est la meilleure manière en tout cas de rentrer dans une compétition, je crois. C'est selon lui donc que les matchs de phase de poule prennent fin et les quarts de finale débutent jeudi prochain. Chaque équipe a encore 3 jours de repos afin de peaufiner les derniers réglages et aborder ces quarts de finale à élimination directe. Ben voilà, merci à Samy et bien sûr nous croisons les doigts pour la suite donc des étalons juniors. Et puis nous restons toujours dans le domaine sportif et comme tous les lundis vous avez droit à votre magazine Sport 3 sur la télévision interactive. Aujourd'hui c'est en compagnie de Ibrahim Dianda que vous serez. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV. Bien installé? Bien évidemment, je suis installé avec tous les décodeurs qui sont déjà sur place et également des invités parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la qualification historique de Salitas. 3 ans après, ils ont réédité cet exploit de se qualifier donc dans la phase de groupe de la Coupe CAF. Donc déjà nous avons les décodeurs qui sont là, nous allons parler de ce match. Nous allons également parler un peu des futurs adversaires de Salitas en phase de poule avec les dirigeants, avec l'encadrement technique qui sont déjà sur place. D'accord. Ibrahim, est-ce qu'on reviendra sur la qualification des étalons des moins de 20 ans? Cynthia, évidemment, c'est l'autre actualité phare quand on le sait qu'ils ont fait quand même un parcours, je dirais, XXL. Ils ont terminé en tête de leur poule avec 7 points. Les étalons U20 du côté de la Mauritanie s'installent donc progressivement. Ils ont commencé timidement, mais ils sont en train donc de monter crescendo. Tout le peuple burkinabé a les yeux rivés donc du côté de Nouakchott parce que quelque chose peut être sorti donc de là. Nous retrouverons donc en direct Assami Thiemtoré avec également certaines analyses, les joueurs, des interviews des coachs et certaines personnes averties du football burkinabé du côté donc de Nouakchott. Nous allons également ouvrir une petite fenêtre parce que ce week-end a été quand même un week-end prolifique en mieux pour certains de nos professionnels. Je fais un clin d'œil notamment à Edmond Tapsoba, à Bertrand Traoré, également en athlétisme avec Hugues Fabrice Zango. Nous allons parler de cette actualité ici dans cette émission avec, comme d'habitude, nos décodeurs qui sont déjà sur place et bien tirés avec bien sûr la joie, toujours le plaisir de retrouver donc les fans du foot, les fans du sport en général sur la télévision interactive. D'accord, ben voilà, je pense que le décor il est bien planté. Ne ratez surtout pas cette émission, c'est juste après ce 20h. Merci beaucoup Ibrahim, très belle émission à vous et à vos décodeurs. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Agréable suite sur nos antennes. Bonsoir.